Et là, on me parachute à Chicago dans un truc, un espèce de truc, tu vois, dans Dragon Ball, le grand tournoi des arts martiaux, tu vois, t'as des mecs qui sont immenses, ils sont balèzes, ils sont pleins de stéroïdes. Moi, je suis comme ça, je ressemble à rien. Et j'arrive et je pète à tout le monde, tu vois. Et ça a été un tournant parce que avant ça, il y avait que mes rêves et mes ambitions qui me disaient « Cyril, t'es le meilleur, tu vas être champion du monde, t'inquiète pas ». Mais j'avais rien prouvé encore. Et là, j'arrive dans ce tournoi international, donc une coupe mondiale, tu vois, donc un niveau mondial, et j'allume tout le monde, tu vois. Nous voilà, nouvel épisode de Disruptors avec un grand champion, un vrai précurseur, un vieux pionnier dans le MMA et notamment 4 fois champion du monde dans différentes disciplines de boxe. Cyril, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. J'aime à dire que, comme dirait le proverbe, nul n'est prophète en son pays. Tu as dû un petit peu t'exiler pour aller chercher cette notoriété et ce succès qui a fait ce que tu es devenu par la suite. En quelques mots, parle-moi un petit peu de ton parcours. Alors, j'ai commencé début des années 90 par la boxe pied-point. Tu vois, j'ai fait kickboxing, boxe thaï et boxe française en même temps. J'ai tout de suite fait de la compétition. Et milieu des années 90, je me suis intéressé au MMA puisqu'il y avait le premier UFC était en 1993. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner en même temps que la boxe pied-point. J'ai commencé à faire du MMA. Premier combat professionnel MMA fin des années 90. Et je suis devenu coach et voilà, j'ai continué ma carrière de combattant et de coach en même temps, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu fais partie de ces pionniers qui ont œuvré à amener, on va dire, cette discipline en France. Parce que pendant longtemps, c'était interdit. Il y a eu beaucoup j'imagine, d'activistes dans les coulisses qui sont allés au combat pour ça. Tu en fais partie, mais j'imagine que tu n'étais pas tout seul. Tu peux me parler un petit peu de ce parcours du combattant? En fait, au début, c'est compliqué. Tu vois, on était considérés comme des renégats, des hors-la-loi, tu vois, des bad boys, tu vois. C'était un peu relou. C'était beaucoup de mauvaise presse. Tu vois, les médias, ils étaient toujours en train de nous chier dessus tout le temps, tu vois, c'était relou. Et nous, on était au contraire en train d'essayer d'œuvrer à dire voilà, nous, on est des combattants à part entière, on est des sportifs à part entière. On véhicule les mêmes valeurs que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux lambda, tu vois. Parce qu'il y avait ce distinguo qui était fait entre les autres pratiquants d'arts martiaux et sports de combat et nous. Tu vois, nous, on était les bad boys, tu vois. Les cassos, Les cassos, exactement, les bêtes sanguinaires, tu vois. Et donc, nous, on était là, non, on fait exactement la même chose que le mec qui fait de la boxe, qui fait du karaté, du judo, peu importe, tu vois. À partir du moment où tu es un combattant et que tu es à fond dans ton truc, bah, tu rentres dans un système de vie, une philosophie de vie qui met en avant certaines valeurs. Et on était là-dedans. Ça a été très compliqué parce qu'on faisait clairement des grosses fédérations comme le karaté, le judo surtout, nous voyaient pas d'un bon œil puisqu'ils voyaient un concurrent, un rival potentiel, tu vois. Qui arrivait comme un tsunami en plus. En plus, on arrivait fort. Et donc, ils ont tout fait pour nous mettre sur le teco. Et c'est ce qui s'est passé. On nous a mis sur le côté pendant 20 ans. C'est un truc de ouf. Mais du coup... tu vois, c'est une question qui revient. J'ai eu l'occasion d'avoir Souleymane Sissoko dans mon émission, qui est de l'anglaise, et Bampara Kouyaté, qui est du Muay Thai. Et c'est jamais les mêmes réponses. Toi, quand tu rentres dans le sport de combat au départ, c'est quoi ton mindset? C'est quoi ta mentalité? Qu'est-ce qui fait qu'un mec il a envie de rentrer dans un ring et de marave un mec qu'il connaît pas, qui lui a rien fait, ou inversement de rentrer avec une tête cassée, quoi? Ouais. Alors moi, j'ai une explication, elle est assez simple. Elle plaît pas forcément à tout le monde, même les pratiquants eux-mêmes, tu vois, les champions, les boxeurs, parce que c'est quelque part avouer une certaine faiblesse et c'est pas évident de le faire. Pour moi, celui qui rentre sur un ring ou dans une cage et qui veut se péter avec quelqu'un qu'il connaît pas,
c'est souvent né d'un mal-être, tu vois, d'un trauma dans l'enfance. Il y a un passif, il y a quelque chose derrière. Ouais, il y a un truc. Clairement, si tu viens du 16e arrondissement, tu as une mèche sur le côté et que tu t'appelles Jean-Raphaël ou je ne sais quoi, tu vois, et tu as toujours eu des bonnes notes à l'école, tes parents ils sont yes et tout, tu vas pas dans une cage de pétard, tu vois. Tu le fais quand tu viens de la cité, tu viens d'un certain milieu social qui est tout le temps, souvent populaire. Ouais. Et là, qui vient avec des réalités au quotidien voilà, différentes. Exactement. Qui crée une faim, tu vois, qui crée une rage, qui crée un truc qui n'est pas forcément positif au début, mais que tu transformes en positif avec la pratique de ce sport. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des longues conversations avec des combattants, tu vois, même des champions. Des fois, ils voient pas ce lien, tu vois, ils voient pas ce truc de... Il y a un lien, il y a une corrélation entre ce que tu as vécu dans ton enfance, la façon dont tu as été élevé, le milieu social dont tu viens et tout ça. Souvent, il y a un trauma dans l'enfance, tu vois, peut-être la séparation des parents, peut-être une violence, peut-être... tu vois, il y a un point de départ, il y a un événement qui a suscité le truc. Voilà, et généralement, et c'est là ce qui est beau dans ce sport, c'est que tu arrives à transformer un truc qui est négatif en quelque chose qui est positif. Tu vois, une détermination, une ambition, un rêve aussi que tu rends réel en fait avec la pratique. Et du coup, toi, quand tu rentres là-dedans, je te dis ça parce que moi, tu vois, ceux qui me connaissent un peu, je suis proche de la boxe anglaise. J'aime bien la boxe anglaise, c'est quelque chose que je trouve beau, élégant, tu vois, tu bouges, toucher sans être touché. Quand je vois les MMA, visuellement, pour moi, c'est autre chose. Tu vois, tu rentres dans une cage, tu t'enfermes. 5 minutes, c'est pas 3 minutes. Tu vois, je vois des combats des fois qui vont en 5x5. C'est 25 minutes, certes, c'est moins long que 3x12, mais j'ai l'impression que pour avoir fait seulement une séance d'entraînement MMA, tu sais, j'ai l'impression que c'est invivable. Quand tu es au sol, quand tu es machin. Toi, quand tu rentres dans les sports de combat, même si tu commences pas avec le MMA, tu commences avec le pied-point. À la base, tu es de personnalité plutôt bagarreuse. Dans la vie de tous les jours, tu tapes. Et donc, du coup, c'est une suite logique. Ou inversement, peut-être que tu es un peu réservé, tu as besoin d'un exutoire pour aller lâcher des choses. Ou un mix des deux. C'est quoi le point de départ? Moi, ça a été... moi, je suis orphelin. Mon père, il est parti quand j'avais 3 ans. Ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Donc, il y a clairement un truc qui est identifiable, tu vois. Et je sais pourquoi j'ai eu cette rage. Et cette rage, elle s'est traduite par un gamin qui a 10, 12 ans, qui est violent, qui se péta facilement. Ouais, donc ça, c'était voilà, c'est la réponse que je voulais avoir. Tu étais un mec, tu te battais quoi qu'il arrive. Ça, c'était... Je me battais souvent. Ouais. Alors, j'ai toujours eu ce sens assez aigu de la justice, tu vois. Donc, c'est pas moi qui allais chercher... je suis pas un bully du tout, tu vois. Je vais pas voir les mecs et leur mettre une teutard pour mais il fallait pas grand-chose pour que j'identifie de l'injustice quelque part. Ouais. Et puis, tel Zorro, tu vois, je mettais mon masque et j'allais me péter, tu vois. Donc, mais je veux dire, j'avais zéro frein. Ouais, la violence, c'était ma façon de m'exprimer. J'avais zéro frein. Si je voyais un mec qui cassait les couilles à quelqu'un ou qui était injuste avec quelqu'un, j'arrivais, je lui mettais une tarte et c'était parti, tu vois. Mais, alors, je sais pas, j'en suis pas forcément fier. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que je sais pourquoi j'ai fait. Okay. Tu vois, je sais pourquoi j'ai fait. Je sais pourquoi j'étais comme ça. Parce que j'avais un truc, une violence, enfin un truc, une colère à exprimer. Tu vois. Aujourd'hui, et donc quand j'ai commencé la pratique des sports de combat, tout ça, ça s'est atténué. Tu vois. C'est-à-dire que tu as trouvé ton équilibre, en fait, entre la rage de l'intérieur et le fait de l'exprimer. Du coup, ça te mettait un espèce de balancier. C'est simple. Comme j'ai dit, quand j'allais me taper, quand je me bagarrais dans la rue avec des mecs, c'était ma façon d'exprimer, d'extérioriser quelque chose. Quand tu t'inscris dans un sport de combat et que tu te donnes corps et âme là-dedans parce que tu veux devenir champion et que tu t'entraînes du lundi au vendredi et que tu tapes, tu vois, parce que tu fais du sparring, tu ne fais pas que des répétitions, tu fais des sparring. Tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de te taper encore dans la rue, tu vois. Donc,
la violence que je pouvais extérioriser à l'extérieur de la salle de sport, elle a disparu complètement. Tu penses que là, tu vois, donc du coup, tu parlais de cette approche un peu psychologique aussi du truc. Tu penses que, du coup, la mentalité du sportif, tu vois, individuel ou sport de combat, versus celle du sport collectif, elle n'a rien à voir? Ou tu penses qu'il y a quand même il y a un bridge à faire Je pense que il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui puisent une force dans un truc néfaste ou négatif qui leur est arrivé, tu vois. Ça peut être une enfance dans la crasse, tu vois, dans la crasse entre guillemets, tu vois, Du coup, tu as envie de t'en sortir. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de prendre ta revanche sur la vie, tu as envie de te hausser au-dessus des autres et tout, tu veux te rehausser au-dessus des autres. Tu as envie de donner une vie aux gens que tu aimes, que toi-même tu n'as pas eu, tu vois. Ça peut être plein de trucs, mais ça vient de quelque chose de négatif. Là, la différence avec les sports individuels, les sports de combat versus les sports d'équipe, c'est que là, tu es tout seul, en fait. Tu te reposes sur personne. Tu as une équipe, tu as un entraîneur, machin, mais quoi qu'il arrive sur le ring, tu es tout seul. Tu es tout seul. Ouais. Tu es tout seul. Tu vas te péter avec le mec, tu es en face du mec, tu sais que... même si attention, étant coach, je connais l'importance du rôle du coach, tu vois. Bien sûr. Mais 95% du résultat, c'est toi. Parce que si tu fais une erreur, tu n'as personne pour te couvrir derrière. Même ton coach, au final, il ne va pas te couvrir, d'un point de vue en tout cas physique, tu vois. Ouais. Tu es dans le football, tu es dans le basket, tu te fais passer, tu as une aide défensive qui peut arriver, on récupère le ballon et ça repart. Exact. Là, tu comptes sur toi. et je pense que dans un sport individuel, ton investissement perso est plus, comment dirais-je, ça se voit plus en fait. Ouais. Tu vois, un exemple. Et pourquoi je pense qu'un Michael Jordan, il est sorti du lot par rapport aux autres, c'est qu'il travaillait plus que les autres. Il se donnait plus que les autres et ça s'est retranscrit sur le terrain de basket, tu vois. Et le mec, il a fait la diff, non seulement parce qu'il était doué et qu'il avait un IQ au-dessus des autres, mais en plus, il avait une détermination à s'améliorer qui était au-dessus des autres, tu vois. Et dans le sport individuel, c'est encore plus flagrant. Tu vois l'importance de ce truc-là. Moi, je le vois parce que, tu vois, après, pour avoir touché un peu différents sports, plus jeune le football, après, à terme le basket, qui sont que des sports co, quand je me suis mis à la boxe, à la base par pur plaisir, mais j'ai fini par rentrer un peu dans la compète avec ce truc-là, et je me suis presque dit, je n'ai jamais fait de sport avant, en fait. Tu sais, pour moi, c'était la fatigue et la sueur et comment dire, émotionnellement, tu vois, ce que tu lâches nerveusement dans un sport comme la boxe ou tous les autres sports de combat, j'ai l'impression qu'en fin de compte, les sports co, ça me paraissait du pipi de chat, quoi. Tu vois. Bah, je pense que le sport de combat, de tous les sports, c'est vraiment le sport qui transcende en fait toutes les capacités, toutes les qualités propres à l'athlète, tu vois. Parce que, par exemple, au foot, le footeux, il a se soucier d'être prêt physiquement, prêt tactiquement, même mentalement et tout ça. Mais on ne va jamais lui demander de rehausser son seuil sa tolérance à la douleur. Et on ne va pas lui demander de gérer son stress, son anxiété, sachant que demain, il a un grand match. Vas-y, c'est pas la même chose que quand tu vas te péter avec un mec qui veut t'arracher la bouche. Tu vois. Donc, il y a tout un tas de facteurs. Notamment des facteurs intellectuels qui ne sont pas travaillés de façon aussi intense dans les autres sports. Le sport de combat, poto, si tu n'as pas des yucks déjà, si tu n'as pas des grosses couilles en titane, tu ne peux pas le faire. Tu vois, tu peux pas faire. Tu vois. Et dans d'autres sports, tu peux naviguer. Tu peux vesquer un peu. Tu vois, parce que si tu es doué physiquement, déjà, il y a plein de sports dans lesquels tu peux t'exprimer déjà, tu vois. Mais là, c'est pas que ça en fait. C'est pas que ça. T'as besoin d'un cœur gros comme ça et des yucks aussi gros. Si tu devais sortir un combat, pour rester dans la thématique de la disruption, un combat qui t'a, dans ce que tu as fait toi, dans ce que tu as combattu, un combattant ou un combat qui sortait des sentiers battus, un truc mémorable, the combat.
dans ta carrière à toi ou the combattants que tu as affronté? Je parlerai d'un tournoi qui a vraiment été un tournant pour le coup. Dans ma carrière, j'ai fait un tournoi de karaté Shidokan. Alors le truc, il était assez spécial. Ils appelaient ça le triathlon des arts martiaux. Okay. En vrai, avec un adversaire, en fait, tu faisais 2 rounds de karaté Kyokushinkai, tu vois, donc du karaté au KO, où tu tapes plein. C'est pas le karaté où tu t'arrêtes à ça du visage et que tu fais un grand cri. Là, on s'en bat les couilles du cri. Ce qui compte, c'est quand tu mets le coup, le mec, il tombe, tu vois. Donc, il y avait, avec chaque adversaire, tu avais 2 rounds dans ces règles-là de karaté Kyokushinkai. Donc, tu es en kimono et tout. Avec le même adversaire, tu fais 2 rounds. Donc, tu enlèves le kimono, tu fais 2 rounds de boxe thaï. Et 2 rounds ensuite, 2 rounds de MMA. Si le mec, tu l'as pas déjà battu, tu vois. Okay. Donc, ça fait 3 styles de combat différents avec un adversaire. Et c'est sous forme de tournoi. Donc, tournoi mondial. Donc, tu arrives à Chicago. Tu sais que tu vas avoir 3 ou 4 adversaires dans la journée à dégommer le plus vite possible pour te préserver pour les autres qui suivent, tu vois. Ouais. Et j'arrive là-dedans, je crois que j'avais 23, 24 ans, tu vois. Je débarque. Et la catégorie, elle était chelou aussi. C'était 85 kilos et au-dessus. C'est limité après. Ah ouais, donc tu peux être à 86, combattre un mec de 120. Voilà, exactement. Donc moi, j'arrive, j'avais 23, 24 ans. J'étais épais comme un casse-dalle, tu vois. J'arrive, je faisais 87 ou 88 kilos pour ma taille actuelle, à 1m97. Et je me mets dans la file des poids lourds pour la peser, tu vois. Ouais. Et là, il n'y a que des Stremont, il n'y a que des Golgoth de tous les pays du monde, tu vois. Ouais. On était 16 par catégorie. Et là, il y a un mec qui me tape sur l'épaule, il me dit mec, je crois que tu t'es gouré de fil. Les poids moyens, c'est là-bas, tu vois. Parce qu'il me voyait tout sec, et tout queue, c'est tout. Je dis non, moi, je suis pas lourd. Et j'entends, et lui, le mec qui vient de me dire ça, il parle à son collègue derrière, tu vois, un Stremont aussi. Et genre, il se fout de ma gueule. Genre, lui, il va se faire tordre vite fait, tu vois. Et je fais ça et je gagne le tournoi. Tu vois, je fais 3 combats, 3 KO. J'ai du sale. Ouais, tu les as fumés. Je les ai fumés. Mais si tu veux, avant ce truc-là, donc c'est ma première grosse compétition internationale, je ne savais pas où j'en étais. Ouais. J'avais une dalle de fou malade. Tu vois, je voulais arracher tout le monde. J'avais une faim gravissime, tu vois. Ouais. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais champion, que j'allais être champion du monde. Mais j'avais rien prouvé encore. Tu vois, j'avais un niveau national en France. J'étais plusieurs fois champion de France. Mais à l'international, j'avais encore rien prouvé. Et ça a été un tournant dans ma carrière parce que là, ça a été, si tu veux, la confirmation que mes rêves étaient réalisables. Il fallait les prendre au sérieux. Ouais. Voilà. Et du coup, en termes de combattants, si tu devais isoler un combattant le plus disruptif que tu as eu à affronter? Ah, j'en ai un. J'en ai connu plusieurs, mais lui, je l'ai affronté, donc c'est pas pareil. J'ai affronté, alors je pourrais pas te sortir l'année, peut-être 2004, un truc comme ça, il y a peut-être 20 ans. J'ai rencontré un Russe qui était sur le circuit à K1, tu vois, qui était un grand nom du K1, donc kickboxing, poids lourd international, tu vois, qui s'appelait Alexis Ignashov, qui était, le surnom c'était le Scorpion Rouge, Red Scorpion. Et lui, il avait, contrairement aux autres combattants de boxe thaï de l'époque, il faisait proche des 2 mètres d'ailleurs. Je crois qu'on avait à peu près la même taille. Il faisait genre 115 kilos. Il avait un vrai style de boxe thaï. C'est-à-dire que, contrairement aux poids lourds de l'époque qui faisaient un peu du kickboxing avec des coups de genoux, lui, il avait c'était un vrai Nak Muay, tu vois, un vrai boxeur avec le style boxe thaï. Et je le rencontrais sur l'île de la Réunion. Okay. Et il y avait 20 kilos d'écart quand même, tu vois. Le mec, il avait 20 kilos de plus que toi. Ouais, il avait 20 kilos de plus que moi, donc c'est quand même conséquent. Ouais. Mais je prenais ça comme un challenge, tu vois. Il était, je crois, classé numéro 4 mondial au K1 à l'époque. Il avait fait 2 ans, je crois, Tony Truante, où il avait arraché la bouche à tout le monde. Et moi, je débarquais là-dedans, on me propose lui, tu vois. Donc, je dis, vas-y, j'y vais, tu vois. C'est le boss final de Street Fighter. Voilà, c'est un boss final, tu vois. C'est Sagat dans Street Fighter, tu vois.
Et je vais à donc l'île de la Réunion, on passe une semaine là-bas de folie, et je le rencontre là-bas. Je perds au point, tu vois, je perds au point. Je fais un combat assez disputé quand même. Il m'a pas roulé dessus, mais c'était bon. Bah, il gagne clairement, tu vois. Son expérience à très haut niveau, plus les kilos en trop, tu vois, 20 kilos en trop, c'est pas à négliger. Et je suis là, donc je suis dégoûté parce que j'ai perdu le combat, tu vois. Mais tout le monde vient de me féliciter parce que tout le monde pensait que le petit Frenchie, il allait se faire tordre en 5, tu vois. Et je suis là et tout, et je dis, putain, je suis dégoûté quand même et tout. Et je dis, putain, j'aurais... Et tu sais, tu refais... Quand tu perds un combat, tu es toujours en train de refaire le combat 100 fois où tu dis, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, nanana. Et c'est relou, en fait. Et là, il y a un mec qui vient et tout. Et il me dit, putain, on était persuadés. Alors, lui et son pote, ils étaient persuadés que j'allais gagner. Il me dit, ouais, parce que la veille du combat, on l'a vu dans un bar, il était arraché. Je dis, quoi? Ah ouais. Il dit, Ah ouais. il était arraché. Je dis, comment ça, il était arraché? Il fait, ouais, il était arraché. Donc, le mec en question, il avait une réputation de teaser, tu vois, d'alcoolique. Ouais. Et pour moi, à cette époque-là, j'étais persuadé que si tu veux être performant à très haut niveau, si tu veux être vraiment sportif de très haut niveau et de battre tout le monde et être le numéro 1 et tout ça, tu dois avoir une vie monastique, tu vois. Genre un moine Shaolin, tu manges des larves, des racines. Mais tout le monde pense ça de manière générale. Sport individuel ou collectif, on se dit en général que pour réussir, il faut avoir la vie la plus clean possible. Voilà. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Pour des exceptions, par contre. Oui, pour des exceptions, exactement. Parce que je peux te dire que les 95% des mecs qui vont se mettre des mines tous les soirs dans des bars, ils vont parler combattre le lendemain. Oui, bien sûr. Mais lui, par contre, il était alcoolique. Et j'en ai rencontré d'autres après, par la suite, qui ont confirmé ce truc d'exception où le mec, il était. Donc, c'est un ancien. Il avait fait des études de psycho, je crois, un truc comme ça. Donc, doctorat en psycho, un truc de ouf comme ça. Alcoolique. Ah ouais. Et par contre, un ratio de victoire par KO hallucinant. Tu vois. Mais tu vas sur YouTube, tu mets Alexis Ignashov highlight, tu vois. Tu vois les KO qu'il mettait, c'était vraiment du sale, tu vois. Genre, tout le monde, des coups de rotule en pleine mâchoire, le mec il tombe, il convulse et tout. Il faisait du sale. Et à l'époque, donc j'avais cette croyance de me dire, voilà, sportif de niveau, champion, égale, voilà, vie, machin. Et par la suite, j'ai connu d'autres personnes comme ça qui m'ont montré en fait que c'est pas une science exacte. C'est pas ça forcément d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des bons cycles de sommeil, pas boire, pas être addict d'une substance et tout ça augmente radicalement tes chances de réussir. Surtout si tu mets tous les autres éléments voilà, truc, machin. Ouais. Mais il y a des mecs qui sortent. Tu vois, j'ai connu un combattant légendaire japonais qui s'appelle Sakuraba, tu vois, The Gracie Hunter, le tueur de Gracie, parce qu'il a 5 Gracie à son palmarès, où il les a déboîtés, tu vois, il les a désossés en MMA, tu vois. Et le mec, c'était un alcoolique. Il fumait 2 paquets de clopes par jour. Et moi, j'y croyais pas. Et un jour, je suis au Japon. On visite sa salle, qui était une salle légendaire, tu vois, à l'époque. Et on est un peu arrivé à l'improviste, tu vois, en bon gaijin, tu vois, en bon machin, parce que normalement, il faut être introduit et tout ça. Nous, on débarque comme ça. À l'arrache. On veut voir la légende et tout ça. Donc, le mec qui est à l'intérieur du gym, on dit, vas-y, revenez plus tard. Vas-y, il n'est pas là, tu vois. Il nous jette un peu. Il vous jette en l'air, ouais. Et moi, je suis devant le gym. Je suis assis et tout, en train de prendre des photos. C'était une des premières fois au Japon. En train de prendre des photos de la ruelle. Et je vois un homme beau arriver au loin sur sa bicyclette, tu vois, avec son panier de course. Machin, c'est lui. Il est en train d'arriver comme ça. Il arrive au gym. En bicyclette. En vélo, ouais. Avec une clope au bec. Et dans le panier devant, il n'y a que de la tease. Il n'y a que des bouteilles de tease. Il est chaud, ouais. Et je le regarde. C'est Sakuraba, ça. Il se rapproche de moi. Je dis, oh, c'est Sakuraba. Avec la clope au bec et tout. Et quand il arrive, il jette sa clope. Il débarque avec ses courses, ses bouteilles, tu vois. Et il nous fait un signe de la tête comme ça. Il rentre. Et moi, je vais voir les autres et tout. Je dis, hey, il y a Sakuraba, il est rentré et tout. Venez, on va le voir s'entrer.
Et le mec, il s'entraîne et tout, comme si de rien n'était, alors que c'est par la suite, j'ai su. Il fumait 2 paquets de clopes et il utilisait tous les jours. C'était son quotidien, C'était son quotidien. Ouais. Et alors, à l'époque, oui, il y a des combats où lui, par exemple, il était connu pour, il disait non à personne. C'est-à-dire 30 kilos d'écart, 40 kilos d'écart, c'était pas son problème. Ouais. Il y allait. Ouais. Donc, il s'est fait déboîter aussi des fois. Mais à poids égal, c'est une légende. Le mec, il a fait des dingueries, tu vois. Il a pris des Gracie, il leur a fait du, tu vois, comme un basket. Un ballon de basket. Ouais, exactement. C'était la même chose, tu vois. Ouais. Donc, il y a des sportifs qui m'ont montré à certains moments dans ma carrière que, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour être performant quand tu es sportif de niveau. Il y a aussi des exceptions. Et je pense qu'il y a des fois où il faut savoir tu vois, se soulager, tu vois, avoir une soupape pour pas péter un boulon. Et il y a des mecs, ils ont un exutoire, tu vois. Des fois, c'est sortir en boîte. Des fois, il y a des mecs, c'est les meufs. Des fois, mais il faut avoir une soupape de sécurité parce qu'il y a des fois, si tu es trop dans ton truc aussi, tu pètes un boulon. Bon, lui, c'était trop l'excès, tu vois. Lui, les yeux, c'était... Ouais, lui, c'était un truc de ouf. Alexis Niachov aussi, pareil, c'est un alcoolique. Donc là, c'est pathologique, tu vois. Mais c'est important d'avoir une soupape. On l'a dit, tu as fait partie de ceux qui ont œuvré donc à légaliser, on va dire, le MMA en France. Ouais. C'était qui votre équipe? Vous étiez combien et quels sont? Tu as des noms à donner de mecs qui participent, qui ont contribué à ce truc-là? Déjà, tous les anciens combattants de ma génération qui ont eu des gyms, tu vois, des dojos, qui enseignaient le MMA en catimini, plus ou moins officiellement, parce que c'était interdit la compétition, mais on avait le droit d'avoir une section en MMA. Tu vois, il n'y avait pas de loi qui interdisait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le combat seul qui était interdit. C'était le combat seul qui était interdit. Ceci étant dit, quand tu t'entraînais, quand tu avais une salle où tu entraînais des jeunes à faire du MMA, c'était à tes risques et périls. Tu vois, tu pouvais très bien, du jour au lendemain, avoir un contrôle et qu'on te casse on casse les yeux parce que tu as enseigné une discipline qui n'était pas officielle en France, tu vois. Bon, ils nous ont laissé plus ou moins, tu vois. Mais tu n'étais pas à l'abri. Et ensuite, donc, on a œuvré parce qu'on a fait vivre ce sport, même s'il n'était pas légal, donc pendant 25 ans. Tu vois, Mais comment vous le faites vivre s'il n'est pas légal? Vous organisez des combats clandestins non. En mode snatch? Non. Tu vas à l'étranger. D'accord. Donc, nous, on avait... Imagine, moi, j'ai ma Snake Team, mon club s'appelle la Snake Team. C'est un club de banlieue qui existe depuis 1999. Donc, ça fait 25 ans, tu vois, un quart de siècle, putain. Un quart de siècle où j'entraînais des mecs, tu vois, des jeunes banlieusards et tout ça. On les entraînait, je les entraînais sérieux. Hein. Les mecs, ils avaient faim et tout. Au début, je n'avais pas Internet, donc c'était que par téléphone, que par des contacts à droite à gauche que tu grattais à droite à gauche. Et puis après, quand Internet est arrivé, j'ai pu me servir de cet outil-là. En plus, je parle couramment anglais, donc ça a facilité le truc. Et puis après, tu grattes des combats à droite à gauche, tu vois. Mais c'est pareil, quand tu montes ta Snake Team, la logique derrière ça, c'est laquelle? C'est de former des combattants ou bien c'est juste de donner une plateforme à des mecs pour venir faire du sport, comme j'ai envie de te dire une association sportive où les mecs ils viennent faire du sport. C'est de réinsérer peut-être certains mecs qui étaient en difficulté ou c'est ces trois choses-là. Okay. 80% des mecs qui se sont inscrits à la Snake Team sur les 25 dernières années, c'était pas des gens qui étaient voués à devenir combattants pro, tu vois, ou même combattants amateurs. Tu vois, c'était des mecs qui étaient amoureux des sports de combat et des arts martiaux en général, qui se retrouvaient à faire du MMA parce qu'ils étaient passionnés de ça ou pas. J'en ai plein aussi qui ont découvert le MMA en venant dans ma salle, qui venaient s'inscrire. Ils cherchaient un sport de combat ou un art martial dans le quartier. Ils ont entendu parler d'une section qui s'ouvrait, machin. Ils ont ouvert la porte. Ils ont dit ah, ben tiens, je vais essayer. Et puis ils n'ont jamais quitté, tu vois. Donc il y a ça. Il y a des pratiquants qui sont là par amour pour les arts martiaux et les sports de combat. Ensuite, tu as ceux qui ont voulu devenir compétiteurs. Donc là, tu ton investissement, tu vois, tu deviens de plus en plus impliqué
et plus en plus sérieux. Et puis, tu as des mecs qui ont voulu devenir pro et champions. J'en ai eu pas mal aussi qui ont été à haut niveau, que ce soit à l'UFC, au Bellator, au Rizin au Japon. Des noms, tu peux donner des mecs qui sont sortis de chez toi? Xavier Fupapokam, qui est un très grand combattant, Professeur X. Grégory... le Jewel, le Black Jewel, voilà, je sais plus comment il s'appelle. Ebony Jewel. Il y a lui, il y a Grégory Baben qui combat encore, qui est au Bellator. Yves Landu aussi, qui était au Bellator. Kevin Petit, tous ces mecs-là qui sont sortis de la Snake Team et qui ont évolué ou à l'UFC, ou Bellator, ou Rizin, tu vois, et qui ont une grosse carrière, tu vois, et qui ont commencé il y a 20 piges. Après, il y a eu ça, donc il y a eu la pratique en elle-même où nous, on a œuvré et puis après, il y a eu des rendez-vous aussi ministériels où nous, on se déplaçait, les grands acteurs du MMA français, grands entre guillemets, tu vois, en tout cas les acteurs historiques du MMA français, dont je fais partie, on a été convoqués à un moment donné par les parlementaires. Donc là, c'est les institutions, quoi. C'était le ministre des Sports, c'était les parlementaires, c'était institutionnel. Voilà. Tu mets ton costard et tu vas parler avec des... Voilà, tu vas à l'Assemblée, tu vas machin, tu vas... Et donc là, c'était autre chose. Là, on rentrait dans un domaine politique, administratif, où en gros, au début, c'était... on entend parler, les jeunes parlent beaucoup du MMA aujourd'hui. Qu'en est-il, tu vois? Donc, faire l'état des lieux du MMA en France, qui pratique, dans quelles conditions, ainsi de suite. Et ensuite, il fallait qu'ils justifient, eux, de leur part, pourquoi ils interdisaient la pratique, tu vois. Et donc, très vite, ce qui en ressort de ce dossier qui a été vraiment déterminant pour la légalisation, c'était qu'il n'y avait aucune raison de ne pas légaliser la pratique du sport, qu'il fallait forcément l'encadrer avec des gens compétents, tu vois, parce que là, du coup, ça risquait de devenir dangereux si les gens pratiquaient. Si c'est pas encadré, exactement, surtout un sport comme ça, tu vois. Et donc, on a commencé à faire des réunions dans un truc qui s'appelait l'Observatoire du MMA, qui était une volonté de je ne sais plus quel ministre des Sports de l'époque. Et donc, il y a eu un dossier qui a été fait qui, en gros, la conclusion de ce dossier, c'est pas normal que c'est pas légal. Il faut légaliser et faire les choses pour que ça soit encadré correctement. Et donc, c'est grâce à cette initiative qu'il y a eu une légalisation en 2020, début 2020. C'est tout récent. Ouais. Et pour revenir à ça, depuis 2020, on est en 2024. Là, maintenant, on est quoi? Ça a explosé. Troisième édition de l'UFC Paris, il me semble. Troisième édition. Toi, du coup, c'est quoi ton sentiment quand tu vois ce truc-là arriver en France? Il y a une grosse fierté déjà. Une grosse fierté parce que je suis conscient d'avoir contribué à la légalisation du truc, tu vois, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai fait déjà sur les rings et les cages du monde entier, en portant le drapeau tricolore, tu vois, fièrement, en faisant parler des combattants français, et aussi ce que j'ai fait médiatiquement en France et ailleurs pour faire parler de nous, mais aussi d'un point de vue pas juridique, mais en tout cas administratif, tu vois, fédéral, pour essayer de faire avancer les choses. Donc, on a fait de la pub, on a été parlé aussi, on a été interviewé aussi par ces décisionnaires pour montrer à patte blanche, tu vois, qu'on n'était pas des gueulemons, tu vois, et qu'on savait ce qu'on faisait et que c'était pas parce que faut savoir qu'au début, on était vraiment vus comme des gueulemons, tu vois, Mais après, sans te couper, Cyril, tu vois. Tout à l'heure, un peu plus tôt, on parlait de la mentalité à avoir, du mindset à avoir quand tu vas dans une cage. Là, on parle de l'UFC Paris, ça me rappelle tout de suite du coup Benoît Saint-Denis, qui a combattu, ou encore là, je pense à Khalil Rountree qui vient de combattre contre, comment il s'appelle, Alex Pereira, je crois. Et quand même, les mecs, ils sont cabossés. Si tu gagnes et que tout se passe bien, et encore des fois, tu gagnes avec des blessures. Mais quand tu travailles le matin avec une tête cassée... J'ai le souvenir d'avoir la tête de Benoît Saint-Denis ou encore de Khalil Rountree le lendemain de leur défaite. Ça peut faire flipper pas mal de monde. Au final, les instances, comme tu dis, qui n'ont rien à voir avec ce sport-là, peuvent se dire, attends, c'est quoi? C'est presque de la sauvagerie à leurs yeux. Tu vois? Il y a un truc qui...
Alors moi, je suis dans les sports violents depuis plus de 30 piges. Tu vois. Donc, la violence, je la vois plus de la même façon que monsieur et madame tout le monde. Voir un Benoît Saint-Denis avec les yeux pochés, tu vois, presque fermés, je me dis juste d'une façon très pragmatique, est-ce qu'il a des fractures? Tu vois, j'ai pensé tout de suite fracture du plancher orbital ou de la pommette, tu vois. Et j'espère qu'il n'a pas. Généralement, les yeux sont pas touchés. C'est vraiment le contour des yeux. C'est donc plus de peur que de mal, souvent, quand ça C'est gonfle plus pas. impressionnant que c'est dangereux, en fait. Tu vois. Un combat de boxe anglaise, toi qui kiffes la boxe anglaise, je me méfie beaucoup plus d'un combat de boxe anglaise où les mecs, ils ont des gros gants et que ça gonfle pas forcément et ça ouvre pas forcément le visage. Tu vois, mais par contre. Ça laisse des traumatismes. Voilà, tu connais le syndrome du vieux boxeur, tu vois les mecs, tu vois des interviews des vieux boxeurs des années 70 ou 80, les mecs, ils il y en a pas mal qui sont des légumes, les mecs, ils sont fatigués. Quand ils parlent, ils savent plus parler, on dirait, tu vois, ils ont vraiment des problèmes de locution, tu vois. C'est vrai. Et ça, tu le vois chez les boxeurs en anglaise, tu vois. Ça fait depuis 93 que le MMA professionnel existe avec l'UFC, donc ça fait 30 ans. Donc on a du recul. Il y a du recul, il y a du recul. On a du recul. C'est pas comme si ça faisait 3 mois que ça existait. On a du recul pour savoir et pour rencontrer des vieux combattants de MMA. Et on voit que les mecs, au niveau des séquelles, c'est pas comparable avec l'anglaise. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, il n'y a pas 90% du temps que tu passes à taper sur la tête du mec. C'est réparti sur tout le corps. Il y a de la lutte au sol, il y a de la lutte debout. Et donc, tout le temps que tu passes à combattre, c'est pas à taper sur la tête du mec. Tu vois. Bah, tu m'apprends quelque chose, tu vois. Pour le coup, je suis content parce que je vais ressortir d'ici moins con. Moi, ma petite vision du truc, et pourtant, je t'ai dit, j'ai pas peur d'aller mettre les gants au machin et tout. Eh ben, c'est que le MMA était plus dangereux que la boxe anglaise. Non. Et là, statistiquement, c'est prouvé. Hein. Après, tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. L'Observatoire du MMA, ça a aussi été l'occasion pour que les spécialistes aillent chercher des chiffres, tu vois, des statistiques. Donc, les traumatologues français qui avaient été délégués pour cette initiative d'Observatoire du MMA, ils ont été faire leurs recherches à droite à gauche, ils ont été interviewer des mecs et tout ça pour savoir qui il en était. Est-ce que le MMA était véritablement le sport de combat le plus dangereux au monde, ou est-ce que c'était un effet, peut-être une illusion d'optique visuellement, ça fait peur. Mais effectivement, quand tu vois Benoît Saint-Denis, tu dis, waouh, c'est un truc de ouf, j'imagine même pas sa tête, enfin son cerveau. Il prend beaucoup moins de coups dans ce combat, de coups violents, qu'un mec qui fait un championnat du monde de boxe anglaise. Qui a Mohamed Ali face à Foreman à l'époque, qui encaisse, qui prend. Et, voilà. Tout simplement parce que le gant est rembourré, donc en surface, c'est moins violent, ça a moins de séquelles sur la peau, sur les pommettes et tout ça, mais l'impact, il est toujours là, tu vois. Il est toujours là. Benoît Saint-Denis se fait arrêter. Après, je ne sais pas combien de coups qu'il a pris, peut-être une trentaine de coups. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des coups qui pochent les yeux, qui ouvrent les arcades. Alors qu'en boxe anglaise, il faudrait peut-être 3 fois ces coups-là ou 4 fois ces coups-là pour, avant qu'on arrête. Pour arrêter le mec. Tu vois. Et il y a un autre truc aussi qui existe en boxe qui n'existe pas en MMA. En boxe, un down, tu vois, un down, c'est quand le mec qui se fait toucher, il tombe par terre, ou en tout cas, il vacille. Le knockdown, Voilà, où il peut rester debout, il est KO debout, l'arbitre, il arrête, il compte 1, 2, 3, pendant 10 secondes, on te donne 10 secondes pour récupérer. Donc, ton cerveau, la vision, elle revient, pam, et tu peux continuer, tu vois. Mais poto, tu l'as pris, la commotion cérébrale. Tu l'as prise. Tu vois, tu l'as pris. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on te compte 10 secondes que ça va mieux. Que ça va mieux. Non, c'est pas vrai ça. Tu vois. Alors qu'en MMA, si tu n'es pas capable de te protéger efficacement, donc imagine, tu te prends une cacahuète, tu vacilles, tu tombes par terre, le mec qui te saute dessus direct. Tu vois, si tu n'es pas capable de répondre et de te défendre intelligemment, l'arbitre, il arrête, tu as perdu le combat. Donc, il n'y a pas de tu te fais compter et puis après, tu repars au charbon. Tu vois. Donc, c'est plus sécuritaire en vrai. Même si c'est plus impressionnant, je conçois que ce soit plus impressionnant
de voir du sang partout sur la... Mais tu as vu, quand tu fais des sports de combat, et encore une fois, je te le dis, ça fait 30 ans que je suis dans les sports de combat, la violence, je ne la vois plus de la même façon. Ouais. Je sais déterminer un coup dangereux d'un coup qui est impressionnant parce qu'il ouvre et qu'il il fait saigner, tu vois. Je te prends une petite lame de rasoir, je te fais une entaille de un demi-centimètre sur l'arcade, tu vas pisser le sang. Ça va sortir tout de suite. Ouais. Ça va, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Mais c'est une petite entaille. Bien sûr. Bon, petite parenthèse un peu gaulerie, là, après cette intensité des propos. Adrénaline, ouais. Testo. Brigade anti-mytho. Ouais. Hein le mytho-jitsu. Ouais. D'où vient cette petite idée de ces chroniques d'aller à la recherche des mythomanes? Parce qu'il y en a beaucoup, des mythos dans tous les côtés. Alors, c'est un truc qui est naturel pour moi. Je t'avais dit tout à l'heure, j'ai un sens aigu de la justice. Tu vois. Il y a l'injustice, mais m'énerve au plus haut point. Ouais. Et t'es pas sans savoir qu'on vit de plus en plus dans un monde de mythos, de paraître, de bling-bling, de machin, et que les valeurs sont complètement mises de côté au profit du paraître, tu vois. Du like, des followers, de l'argent que tu peux gagner. Exactement. Et donc, ça crée un phénomène où de plus en plus de mythos sont récompensés parce que y a personne de mieux placé qu'un mytho pour mettre le paraître en avant, tu vois, et mitonner pour se faire mousser, tu vois. Et donc, comme les sports de combat, c'est un peu une tendance de mode, c'est à la mode, tu vois, c'est complètement tendance, tu vois. On voit fleurir des mythos dans tous les sens, tu vois, dans les arts martiaux, les sports de combat, des mecs qui s'inventent des vies, des palmarès, des machins. Et moi, c'est un truc... Bon, au début, ça me fait gaulerie, tu vois. Je me dis, c'est marrant et tout. Encore aujourd'hui, tu vois, on m'envoie tout le temps des vidéos de mytho-jitsu, tu vois, des mecs qui sont dans des trucs complètement loufoques. Et je peux être... D'ailleurs, il y a une vidéo de moi et ma copine qui m'avait filmé où on vient de m'envoyer une vidéo de mytho-jitsu et le mec, je la mets en boucle et je pleure, je suis par terre, je pleure tellement ça me fait gaulerie, tu vois. Mais ça m'exaspère en même temps. Ouais. Je me dis, putain, il y a des mecs qui sont tellement talentueux et qui sont tellement dans le dur, tu vois, à essayer de devenir quelqu'un, à essayer de gagner, qui n'ont pas la reconnaissance, zéro reconnaissance médiatique, zéro reconnaissance financière. Ouais. Et tu as des mecs, des mythos qui prennent leur place, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Des imposteurs. Ouais. Des imposteurs. Ouais. Et tu l'as dit très bien, ça existe dans le sport, dans la musique, dans le cinéma. Dans le cinéma, dans le machin, des mecs qui sont complètement mythos. Et donc, j'ai inventé un terme qui a collé, tu vois. Je savais pas que ça allait coller. Maintenant, c'est repris par tout le monde. Tu vois. C'est un carton, ouais. Ça fait je crois que ça fait 12 ans. J'ai regardé sur mon Facebook l'autre jour. J'ai regardé, la première fois que je l'ai utilisé, c'est il y a 12 ans, tu vois. Mytho-jitsu, donc mytho parce que mythomanie, tu vois. Et puis jitsu parce que c'est un art martial, tu vois, par excellence. Et donc, mytho-jitsu, ça colle ensemble. Et, poto, j'en ai trop aujourd'hui. Moi, je suis friand de ça, ça me fait gauler, mais tous les jours, je suis submergé par des vidéos. On t'abreuve de vidéos, de trucs à dormir debout. Et donc, par contre, et ça c'est mon côté taquin, je leur casse les couilles. Je ne les lâche pas. Ouais, t'es sur leur côte. Ouais, je suis sur leur côte. Ils sont dans les cordes et ils peuvent plus sortir. Voilà, ils sont dans les cordes en train de se protéger. Mais tu l'as dit, tu vois, il y en a dans tous les sports, dans la musique, dans le cinéma. Si on parle de musique, certains mecs, alors je sais pas si t'es proche ou non de certains rappeurs, j'allais dire, parce que c'est un peu le milieu qui va avec la street, la bagarre et tout. Tu dois en voir passer des mythos, peut-être que tu as peut-être connu ou non, mais des mecs qui s'inventent des vies. Ah oui, et puis, autant dans les sports de combat, c'est normal qu'il y ait autant de mytho-jitsu parce que c'est un truc que je dis souvent, mais le mal alpha dans la tête des gens, en gros, le mal alpha par excellence, c'est le combattant. Tu vois, c'est le mec, il a des grosses couilles, machin, il va se péter et tout, sans sourciller, tu vois, le mec, il met des pains. Il met des pains, il en a rien à foutre et tout. Donc, dans la tête des gens lambda, tu vois, le paroxysme du mal alpha, c'est le combattant. Juste en dessous de ça,
c'est le rappeur, tu vois, c'est le bad boy de, tu vois, gangster, mais qui a choisi le bad de boy faire de la maison de musique. disque, ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, c'est un gangster, mais il a choisi de faire de la musique pour exprimer son mal-être. Et donc, et donc forcément, dans le milieu du rap, il y a énormément de gangsters, entre guillemets, qui s'inventent des lives, tu vois, qui voudraient être des vrais gangsters, mais qui ne le sont pas pour X raisons, d'ailleurs, tu vois. Et donc, ça s'invente des vies, ça écrit des textes où c'est des... Ils bicravent, tu vois, ils sont sur le terre-terre. Tu vois, c'est des gros narcotrafiquants. Voilà, des narcotrafiquants, limite des Colombiens, tu vois, des padrés, tu vois. Donc, il y a des milieux qui favorisent en fait la mythomanie. Un autre milieu que j'ai bien connu aussi, c'est la sécurité, les métiers de la sécu. Ah ouais. Garde du corps, portier de nuit. Ouais. Là, on est dans le top du top. Moi, j'ai des petites anecdotes sur toi, apparemment, en portier. Ah ouais. Il y a des mecs qui sont restés par terre. Hein. Ah oui, tu vois, le truc, c'est que quand j'étais portier, ah oui, par ton cousin. Ouais. Bah après, je laisserai ça ici. Hein, Steph, on dira rien. Tu vois, dans le milieu de la nuit, quand tu as besoin d'un portier, en fait, souvent les mecs, pour avoir du taf, ils sont obligés d'enjoliver les choses, de raconter des grandes histoires merveilleuses où ils sont 1 contre 10 et que à la fin, c'est lui qui est debout, tu vois. Parce que c'est comme ça que tu te vends, en fait. Parce que c'est comme ça que tu es obligé de vendre ta position et puis justifier ton salaire, tu vois. Après, sur le terrain, c'est autre chose, mais il faut déjà être embauché, tu vois. Donc, dans les métiers de la sécu, il y a énormément de mythos aussi. Tu vois, mais du coup, ça se passe comment si un mec qui rentre, il s'est vendu comme le boss final, comme tu dis, de Street Fighter, il arrive, il y a un bouldé dans une boîte ou un truc, il faut gérer une situation et le mec, il y a un truc qui les sauve, généralement, c'est que les mecs à qui tu as affaire, ou ils sont bourrés, ou ils savent pas se battre, ou un mélange des deux. Donc c'est un peu plus simple à gérer. C'est plus simple, tu vois, quand tu fais, je sais pas, généralement les videurs, ils sont aux alentours de 100 bombes, tu vois. Tu fais 100 look, tu fais 1m90, t'as un mec de 75 kilos en face de toi qui est bourré. T'as pas besoin d'être Bruce Lee pour savoir le gérer. Tu m'as regardé en disant 75, je suis un peu plus lourd. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en vrai, un videur de boîte de nuit, il fait 100 kilos, il a de l'expérience. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo récemment. En vrai, portier de boîte de nuit, tu t'en sors largement avec une bonne corpulence et beaucoup d'expérience. Tu vois. Et quand je parle d'expérience, c'est pas forcément physique, mais c'est l'art de la négociation. Tu vois, l'art de la négociation, et contrairement à ce que disent les mecs de la self-défense, c'est pas dans un gymnase que tu vas apprendre l'art de la négociation, c'est sur le terrain, face à un mec qui est énervé, et toi, tu dois trouver les bons mots, trouver la bonne psychologie pour désamorcer la situation et arriver à le refaire descendre, tu vois, un combattant, il va à l'encontre de la nature de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Naturellement, un mec, il a pas envie de se péter avec un autre mec sans raison, pour rien, tu vois. Donc, c'est là où l'art de la négociation, sans perdre la face, rentre en vigueur. Tu vois. Mais quand tu parles justement les sports de combat, et une fois de plus, je repense à la boxe anglaise, mais j'imagine que le MMA, c'est la même chose. Pour faire monter un combat, il y a beaucoup de trash talk. En tout cas, de nos jours, c'est devenu le truc. Tu sais, tout le monde trash talk, jusqu'à la pesée, tu as des mecs qui se plein d'intox. Toi, dans ton parcours, est-ce que tu étais du genre à trash talk aussi? Non, pas du tout. Ou est-ce que justement, tu te servais... Et quand les mecs ils te trash talkaient, c'était quoi ta logique? Quand tu arrivais sur le... Tu vois, quand les mecs ils veulent t'intimider à la pesée, machin, te rentrer dedans. Moi, c'est simple. Face à un mec, parce que j'en ai eu, tu vois, surtout des Brésiliens ou des Quinri, tu vois, qui étaient à fond là-dedans. Tu vois, un Ruskov, il est comme toi, en fait. Enfin, comme moi. On se regarde, machin, ouais, on va se voir demain. Fin, tu vois. Fin. Tu vois, à la limite, tu fais une accolade avec le mec, voilà, tu serres la main, lui, il témoigne son respect et vice-versa, tu vois. Mais les Bras, ils étaient dans une autre logique, les Américains dans une autre logique, où là, ils essaient d'avoir un ascendant psychologique sur toi, tu vois. Et moi, systématiquement, je me disais, poto, si tu as besoin de ça, c'est que toi, tu as déjà perdu. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de te faire les gros yeux, machin, je suis énervé et tout. Je suis pas énervé. Tu m'énerves pas, en fait.
tu vois. Et heureusement que tu m'énerves pas. Demain, par contre, on va se péter, tu vois. Et moi, j'étais plus dans cette logique-là. Et tu vas te servir de le cinéma qu'il a fait la veille pour le fumer. Exactement. Ouais, exactement. Punition, je me dis, si toi, tu as besoin de ça pour essayer de monter sur moi, c'est que toi, déjà, tu n'es pas sûr de toi. Tu vois ou pas? Un mec que j'ai admiré, Fedor et Emelianenko, tu vois, c'est le last empereur, tu vois, le dernier empereur russe, tu vois, c'était pour moi le meilleur combattant poids lourd MMA de tous les temps, tu vois, avec un physique de boulanger, tu vois, il ressemblait à rien. Il arrivait, il était stoïque, d'un stoïsme, genre il regarde le mec, tac, à la pesée, pendant le combat, machin, il est comme ça, impassible, tu vois. Et, il gagne le combat, il vient d'arracher la tête du mec, mais violemment, tu vois, il est comme ça, tac. Et je me dis, putain, le mec... Pas d'émotion, rien. Il est passé à un tel stade de maîtrise martiale que le mec, même ce qu'il ressent, transparaît à aucun moment. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça la force. Ouais. C'est pas le mec qui fait. Tu te regardes avec les sourcils, tu vois, genre je suis un bad boy, je vais. Ah, poteau, si tu as besoin de faire ça, c'est que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Tu vois, si tu es sûr de toi, tu vas me regarder comme moi je te regarde. Tu vois, donc moi, ça me servait en fait. Plus le mec il essayait d'en faire des caisses face à moi, et plus je me disais. Que tu avais l'ascendant sur lui. Ouais. Du coup, tu parlais des mythomanes pardon, sur les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux et de la fake life que ça peut donner à beaucoup de monde. Mais moi, j'ai envie d'amener justement via les réseaux sociaux un autre sujet, c'est celui de la censure. Parce que paradoxalement, tu peux à la fois tout dire et tout faire sur des réseaux sociaux et justement être un imposteur et y arriver. Et inversement, il y a quand même encore une censure, une parole qui n'est pas complètement libérée, parce que toi, en l'occurrence, c'est ce qui t'est arrivé, je pense, avec tes réseaux sociaux, où tu avais des avis un peu trop tranchants sur certaines positions, des positions trop disruptives, justement. Et ben pour le coup, là, on t'a censuré. C'est quoi ton regard sur ces trucs-là? Comment tu l'as vécu? Bah, je l'ai mal vécu parce que je suis encore une fois, pour moi, c'est l'injustice, tu vois. Le fait de pas pouvoir dire ce qu'on pense. Parce que clairement, aujourd'hui, tu vois, dans les médias mainstream, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Tu vois, il y a des exemples autour de nous. Il y a un Dieudonné qui a été effacé complètement du paysage médiatique français. Si tu vas pas aller le chercher sur les différents réseaux underground et tout ça, c'est compliqué d'avoir sa parole. Tout ça parce qu'à un moment donné, il a dit des choses qui ont dérangé. Qu'il ait tort ou pas tort, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est à un moment donné, on vit dans une démocratie qui prône la liberté d'expression, qui n'existe pas en fait. Tu vois, si Charlie Hebdo a connu ces événements tragiques, c'était aussi parce que il combattait pour la liberté d'expression. On voit qu'aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Ça dépend pour qui, la liberté d'expression. J'ai utilisé mes réseaux sociaux pour parler plein de trucs. De trucs qui sont plus ou moins politiquement corrects. Ma vision des choses, ma vision de la société. Et par exemple, à une époque, j'ai parlé du Covid, ce qu'on vivait comme comment dirais-je, manquement à nos libertés, tu vois. C'est pas toi qui vas décider de ma vie pendant X temps. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai très mal réagi déjà parce que, premièrement, je vis du sport et le sport a été le milieu le plus impacté par le Covid, avec les boîtes de nuit. Tu vois, bon, les boîtes de nuit, c'est... Tous les milieux qui rassemblaient les gens. Voilà. Et qui favorisait aussi le divertissement, en tout cas la joie de vivre, on va dire. Tu vois. Donc, et le bien-être. Et le bien-être. Voilà. Donc, moi, je vis du sport. Pendant 18 mois, ma salle a été fermée. Tu vois, pendant 18 mois, 1 an et demi, je n'ai pas pu pratiquer ma passion. Je n'ai pas pu enseigner ma passion. Les gens qui viennent faire des sports de combat à la Snake Team, dans mon association, dans mon école, n'ont pas pu pratiquer.
Et je l'ai vécu, mais laisse tomber. Poto, j'étais dépressif. Parce que je faisais plus moi, ce que j'aimais faire. Je gagnais plus d'argent en plus, tu vois. Enfin, j'étais au fond du trou, tu vois. Et on m'a imposé ça. Et donc, tous les jours, encore une fois, je hais l'injustice. C'est-à-dire que tous les jours, donc tu me prives de ça, tu me prives de ça, tu me prives de ça. Ah bon? Bah, je vais ouvrir ma gueule, je vais me plaindre. Tu vas essayer de te rebeller à ta manière et exactement. Pour essayer de ne pas te laisser faire. Et le moyen que j'avais pour me rebeller, c'était les réseaux sociaux. À un moment donné, j'étais tellement dans un objectif d'information, d'informer les gens, que je passais 14 heures par jour minimum à aller sur Google, à faire des recherches. J'ai fait des recherches surtout sur le virus, déjà comprendre ce qu'est un virus, le vaccin, comprendre comment ça marche, le confinement, pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marcherait pas, ainsi de suite, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'étais dans la recherche et dans la transmission de savoir et on m'a clairement censuré. Tu vois. J'ai vu ma visibilité, le terme est shadow ban, tu vois. On prend tes réseaux et le curseur visibilité, on le descend au maximum. On ne te retrouve plus. Voilà, personne ne te retrouve et donc... Tout ce que tu postes, ça n'apparaît nulle part. Dans aucun, l'algorithme, il te noie. Exactement, c'est exactement ça. Tu es noyé dans les méandres d'Internet, tu vois. Et donc, personne ne te voit, personne ne te lit. Je suis passé, à un moment donné, il y avait 17 000 vues par jour à 300 vues par jour, tu vois. Parce qu'on a pris le curseur visibilité, on l'a mis au plus bas et du jour au lendemain, même si tu es en train d'informer les gens, les gens, ils ne sont pas au courant. Et je l'ai très mal vécu parce que je pense que j'aidais aussi les gens à traverser cette période compliquée, tu vois. Je leur donnais des conseils, ne serait-ce que des conseils pour les sportifs, tu vois, comment t'en sortir. Toi qui es passé de faire du sport 5 fois par semaine à pouvoir sortir qu'une heure par jour avec une attestation. Exactement, tu vois. Donc, à mon petit niveau, je conseillais les gens ce qu'il fallait manger, pas manger, les exercices, machin, mais aussi informer les gens au niveau de ce qu'on vivait, dans quel but c'était. Parce que pour moi, ce n'était pas une question de combattre une maladie qui avait un taux de mortalité, le taux de mortalité de la grippe, tu vois. Donc, je m'exprimais là-dessus. Et on me censurait. Et je l'ai tellement mal vécu. Ils ont censuré Dr Raoul aussi. Hein. Ils ont censuré tout le monde. Ouais. Ils ont censuré tous les gens qui avaient de l'influence et qui disaient en gros, les gars, s'il vous plaît, réfléchissez 5 minutes. 5 minutes, s'il vous plaît, prenez ces chiffres, allez chercher de vous-même. Parce que ça aussi, c'est une éducation dont on a besoin aujourd'hui dans notre société. C'est n'attendez pas qu'on vous donne les informations. Allez chercher les informations. Ton sens critique, ton sens analytique, tu vois, tout ça, c'est atrophié parce que c'est comme si on donnait des pelletés d'informations tous les jours, tu vois. Dedans, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais, tu vois, il y a de la merde et tout. Et on te donne des pelletés et toi, tu as la bouche grande ouverte et tu prends les pelletés, pelleté après pelleté, et au bout d'un moment, tu n'as plus de discernement. Tu sais plus ce qui est bon comme le mauvais, machin, et tu manges tout ça, Et comme je te disais, ça atrophie ton sens critique. Et à un moment donné, quand toi, tu prends la parole et tu dis non, mais je suis plus d'accord là. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Tu es censuré. Et aujourd'hui, au mois d'août, je me suis fait sauter mon compte Instagram, où j'avais 30 000 followers, tu vois. J'étais suivi par environ 15 000 personnes par jour, tu vois. Et ça a sauté. Ça a sauté parce qu'à un moment donné, j'ai reposté un article de Libération qui faisait la promotion du massage prostatique chez les hétéros. Je dis, attends, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre, tu vois. Et c'est jour après jour, il y a des trucs. Tu peux critiquer plein de... Là, on est dans vraiment une période complètement loufoque pour moi, où c'est vraiment une recherche d'inversion des valeurs, où on essaie de te vendre des trucs qui ne sont pas... Logiquement, qu'on ne devrait pas manger. Tu vois. Et le simple fait de dire non, mais c'est pas normal ce qu'on nous vend tous les jours là. C'est pas normal en fait. Et tu te fais sauter ton compte. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, aujourd'hui, c'est un autre sujet qui est très, très récurrent et pour lequel tu prends parole ces derniers temps. Je t'ai vu en tout cas parler de ça quelques fois, à quelques reprises. C'est quand même un truc qui
qui est difficile presque à croire, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, pour des gens que nous sommes, parce que on est issus des mêmes milieux, tu vois. Tu viens du 93, 92, tu es un peu grand, tu es un peu renois, toi, les sports de combat, la rue, machin. Tu as tout de suite cette image du Terminator, quoi. Et au final, il y a une approche psychologique, la santé mentale, qui devient un sujet de plus en plus récurrent. Il y a plein de sportifs, même de sports autres que de combat, mais tu vois, des footeux, des machins qui se mettent à en parler parce que c'est quelque chose de réel. C'est la base. Toi, c'est quoi ton regard sur ça? Parce qu'on sait, tu l'as dit, entre l'histoire avec ta maman, ta sœur et ton neveu, du coup, son enfant, tu as eu des vraies épreuves, des vraies complications de vie. Voilà. Quel est ton regard sur la santé mentale? C'est simple. Merci d'en parler. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est, pour moi, schizophrénique, tu vois. On t'apprend, les mecs de base, on nous apprend à fermer nos gueules et pas se plaindre, ou alors, à l'extrême opposé, à se surplaindre, tu vois. Il n'y a pas de juste milieu. Moi, ce que je marquais dans mes réseaux, et j'ai pris la parole là-dessus, c'est il faut un juste milieu. C'est le juste milieu qui est salvateur. C'est pas les extrêmes, en fait, tu vois. Et donc, pas parler de la santé mentale du tout, c'est pas bon pour nous. Et trop chouiner et faire la victime non-stop, c'est pas bon non plus, tu vois. C'est le juste milieu qui est sain. Et donc, j'ai parlé de la santé mentale parce que, en connaissance de cause, moi, j'ai été dépressif plusieurs fois dans ma vie, notamment à la base. Le cœur du truc, c'est effectivement, je suis orphelin. J'ai vécu une enfance compliquée avec le décès de ma mère quand j'avais 14 ans, mais qui a pris des années où elle a dépéri pendant des années avec une longue maladie. Et si tu veux, j'ai été privé d'une enfance pendant X années jusqu'à ce qu'elle meure. Et puis là, à 14 ans, je suis plus un enfant, en fait. Je suis un adulte, tu vois. T'es propulsé dans le monde adulte, mais tu restes un enfant techniquement à 14 ans, tu vois. Mais forcément, t'es projeté dans une maturité. Mais c'est comme si tu prends des enfants qui ont vécu la guerre, tu vois, et tu parles avec eux. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler avec des enfants qui avaient connu la guerre quand ils étaient jeunes. Ils ont une maturité que les autres enfants n'ont pas, tu vois, parce qu'ils ont vécu des questions de vie et de mort jeunes dans leur vie, tu vois. Et que ça les a fait mûrir d'un seul coup, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et donc, moi, je suis un peu de cela, tu vois. Et donc, malgré ça, j'ai connu des périodes, des épisodes dépressifs dans ma vie où, comme je disais, on vit dans une société où le mal, il ne doit pas parler de ça, tu vois. Donc, moi, tu me parles de dépression, encore aujourd'hui, je me dis, j'ai ce réflexe de dire, ah ouais, la dépression, c'est pour les faibles. Tu vois. C'est le truc qui vient instinctivement. Instinctivement, ouais. Parce qu'on a été élevé comme ça, tu vois. Mais parce que j'ai cette expérience-là, j'ai ce vécu-là, je sais que c'est pas une faiblesse dans le sens tu t'écroules et que t'es une merde, tu vois. C'est dans le sens où ça crée des fragilités, des vulnérabilités chez toi, mais qui peuvent être compensés par autre chose. Moi, tu vois, j'ai été 4 fois champion du monde. Donc, quelque part, c'est cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là que j'ai pu avoir avec mon vécu quand j'étais enfant, je l'ai transformé. Je me suis, je l'ai dit plusieurs fois dans des trucs, mais je pense que je suis une des personnes les plus fortes mentalement que je connaisse, tu vois. Et moi, je t'ai même vu, du coup, dire ça de ta sœur. Oui, que exact. Tu, au départ, voyais comme une personne faible parce exact. qu'elle était un peu trop dans la plainte, selon toi. Et de par son histoire après personnelle, elle t'a montré au final que c'était... Ouais, ma sœur, tu vois, je te la fais vite fait, mais ma sœur, elle naît et elle a 3 ans quand notre mère décède, tu vois, d'un cancer, d'une tumeur au cerveau. Elle est née prématurément, elle est née à 6 mois, donc elle faisait même pas 1 kilo, tu vois, quand elle est née. Elle est née avec une légère... avec un léger handicap à sa jambe, donc elle boitait. Donc elle a commencé, quand elle était petite, elle boitait, tu vois. Elle boitait, elle avait des complications parce qu'elle était née prématurément.
Et puis, donc, elle est née orpheline de mère. Elle boitait et tout ça. Donc, elle a été habituée à se plaindre tout le temps. Ouais, mais je suis handicapée, je suis moche, je suis bête, machin truc. Elle a été matrixée dans ce truc-là, tu vois. Autoflagellation. Voilà. Ouais. Et moi, ça m'énervait, mais laisse tomber. C'est-à-dire que ça a créé pas des conflits, mais en tout cas, je me sentais pas proche d'elle quand on était vraiment jeune, tu vois. Enfin, je l'aimais de ouf, tu vois. Parce que du coup, je l'ai en partie élevée parce que ma mère pouvait pas l'élever, tu vois. Mais mentalement, on était aux antipodes. Ouais. Tu vois, moi, j'étais le bâton, mec, je serre les dents, quoi qu'il arrive, je ferme ma gueule et machin. Et elle était dans la plainte incessante. Et il y a quoi? Il y a 6 ans en arrière maintenant, 7 ans en arrière, ma sœur vient avec son gamin, tu vois, genre de 9 ans, en Vendée, du coup. Je parlais de la Vendée. Maison familiale et tout, elle vient en Vendée. Et le petit, il a mal au dos, tu vois. Il se plaint tout le temps il a mal au dos et tout. Et moi, je le prends pour un peu une chochotte, quoi. Une chochotte, tu vois. Je lui dis, vas-y, il est comme sa mère et tout ça, machin. Tu vois, il me vénère, tu vois. Et puis, je vois que le petit, il souffre. Donc, je suis là et tout, je le masse et tout. Je lui mets de l'huile, machin, je le masse. Ça le soulage quelques heures. Et puis après, il a de nouveau mal, il pleure et tout, tu vois. Je dis, putain, c'est relou, ça, tu vois. Ouais. Je dis à sa mère, vas-y, elle habite en Angleterre avec lui. Donc, je dis, vas-y, prends rendez-vous chez le médecin. Il fait, ouais, mais tu connais, le système social, enfin, de santé en Angleterre, il est désastreux, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le système français, tu vois. Genre, tu prends rendez-vous, tu as un spécialiste qui va te recevoir dans 3 mois, tu vois. Donc, elle dit, ouais, on a rendez-vous dans 2 mois. Et je dis, ouais, mais non, le petit, là, il a vraiment mal, tu vois. Elle fait, ouais, écoute, je vais rappeler quand on revient en Angleterre. Je vais essayer de faire avancer un machin. Je vais à la pharmacie. Je dis au pharmacien, voilà, mon neveu, il est comme ça, il a mal, il se plaint du dos tout le temps. J'ai essayé de... Il fait, ah, c'est bizarre ça quand même et tout. Faut le faire checker par un médecin parce que là, ce que tu me décris, c'est bizarre. Je vais voir ma soeur. Je lui dis, voilà, il m'a dit ça. Et tu ouais, t'inquiète pas et tout, on va rentrer, on va prendre rendez-vous. Elle rentre en Angleterre, prend rendez-vous. Le mec, il dit, ouais, c'est bizarre et tout. On va quand même faire des examens, des prélèvements, tu vois. Entre le moment où elle retourne, elle prend rendez-vous à ce médecin-là, et le moment où ils ont prélèvement et résultat, il se passe encore 1 mois et demi. Donc le petit, pendant 1 mois et demi, il souffre. Il pleure, il loupe la moitié de l'école, il n'y va pas parce qu'il a trop mal et tout ça, tu vois. Et j'insiste auprès de vas-y. Bref. Elle me dit, ouais, on a rendez-vous, on a les résultats cette semaine et tout, je t'appelle. Je sors je m'en souviendrai tout le temps. Je sors de la salle, je ferme ma salle et tout, il est genre 11h du soir, tu vois. Et je vois des appels en absence de ma sœur. Et je dis, putain, elle avait ses résultats aujourd'hui et tout. Je l'appelle et tout. Elle me fait, il a le cancer. Je dis, quoi? Il a le cancer. Elle me dit, il a une tumeur collée à la colonne. C'est pour ça qu'il avait mal au dos. Poto. Et donc, tu sais, ma tête qui tourne et tout, tu vois. Et culpabilité aussi, peut-être, de dire, putain, je le croyais faible, alors qu'en fait, non, tu sais, j'étais passé à autre chose parce que après, c'est moi qui insiste carrément. Ouais, c'est toi qui insiste à ce qu'il se fasse soigner. Ouais. Et elle me dit, ouais, voilà, il a une tumeur qui est collée à la colonne vertébrale. Ils ne savent pas s'ils peuvent opérer et tout. C'est tendu. C'est une zone tendue parce que c'est proche de la colonne. Voilà. Ouais. Elle me dit, là, ça parle de radiothérapie, chimiothérapie et tout ça. Je dis, OK. Je lui dis, c'est quoi le nom du truc et tout. Elle me dit, et pendant qu'elle est en train de me parler, tu sais, je mets sur haut-parleur, je regarde sur Google et tout, et ils mettent espérance de vie à 50%. Et là, je suis comme un fou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? 9 ans. Ouais. Et là, je suis comme un fou. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je commence à pleurer au téléphone, tu vois. Et ma sœur, elle m'entend pleurer, tu vois. Elle me dit, tu pleures et tout. Tu sais, je peux pas, j'essaie de faire le mec, tu vois, mais je peux pas, tu vois, c'est trop fort. Je suis en train de pleurer et tout. Et je dis, ouais, machin, je suis désolé et tout. Je sais que je dois te donner de la force et tout. Elle me fait, non, mais t'inquiète pas, on va le battre, ce truc-là. Ça sert à rien, ça. T'inquiète pas, Cyril. T'inquiète pas, on va le battre. Billy et moi, on va le battre. Donc là, à ce moment-là, toi, le mec qui tabasse tout le monde, t'es en larmes, et elle, qui est censée être la petite fleur bleue fragile, elle est en train de te dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien, quoi. Ouais.
Moi, je suis là et tout. Et je te jure qu'elle m'a rassuré, tu vois. Elle avait une force ce jour-là, poteau. Ça me donne des frissons carrément, tu vois. Parce que, tu sais, on parle de mecs forts, de machin, de trucs, tu vois, de santé mentale, de force mentale et tout ça. Là, j'ai vu au summum, tu vois, elle m'a donné là un exemple. Tu vois, c'est bien beau de rentrer dans une cage, se péter avec des mecs et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, poto, on est dans un autre délire. Tu vois, là, t'es une mère, et là, on parle de la mort de ton enfant, la mort potentielle de ton enfant, et là, tu es en train de dire, c'est rien, on va traverser, on va battre cette maladie, il n'y a rien qui va nous arrêter. Ça me file des frissons. C'est autre chose, on est dans un autre truc. Je sais que, pour en revenir au sujet de la santé mentale, je sais que si on est dans des bonnes dispositions, on peut tout traverser, on peut tout surmonter, on peut tout atteindre, on peut tout... tu vois, j'ai été orphelin, ça ne m'a pas empêché d'être 4 fois champion du monde. Tu vois, pour aller à l'encontre de cette croyance populaire qui veut que quand on est dépressif ou qu'on est en dépression, on n'est qu'une merde au fond du seau. Mike Tyson a été dépressif. Tyson Fury est dépressif. T'as des mecs à l'UFC qui prennent le micro à la fin du machin et qui disent « Ouais, je suis dépressif, j'ai eu des problèmes de santé mentale toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai vécu une victoire. Aujourd'hui, c'est une victoire de toute une vie et tout ça, machin. » Tu vois, des discours comme ça. Des joueurs NBA, des joueurs de foot, il y en a plein qui traversent des choses. Qui traversent des choses en catimini, en fermant leur gueule, tu vois. Et les gens s'en doutent pas. Et ils gardent cette croyance que voilà, tu es dépressif, tu es au fond du trou, personne ne te connaît, tu es une demeure. Et que c'est un aveu de faiblesse monstrueux, tu vois. Non, tu peux être dépressif, tu peux connaître la dépression, serrer les dents, tout traverser, te rehausser, te montrer que tu es champion du monde, champion olympique, peu importe, tu vois, et tout traverser, tu vois. Mais toi, du coup, je sais pas si c'est un souhait, mais dans ton discours, tu prônes plutôt le fait de le prendre en charge et de l'accompagner, ou juste de le réaliser, d'en prendre conscience et de faire avec? Tu vois ce que je veux dire? C'est un mélange des deux. Parce qu'en vrai, est-ce que ça soigne? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Rester dans son coin, broyer du noir, être au fond du gouffre, personne n'est au courant, non. Et d'ailleurs, si j'ai pris la parole il y a 2 ans, c'est parce que un très bon ami à moi, un ami de 30 ans, s'est suicidé à l'âge de 48 ans, en laissant une petite fille de 6 ans derrière lui. Poto, on était une bande d'amis. On a été choqués. Quand je te dis, on nous a scié les jambes. On nous a scié les jambes, tu vois. Genre, t'es là, le matin, tu te réveilles, réflexe, t'allumes ton portable et tout, tu vois, un groupe WhatsApp et tout ça. Un groupe WhatsApp qui n'existait pas, tu vois, qui a été créé pour le truc. Où le groupe s'appelle Thomas, le nom de mon ami. J'ouvre le truc, je dis, c'est quoi ça, Thomas, machin? Et 2 phrases. Il est parti hier. 2e phrase, il a choisi de nous quitter. Et je vois les amis qui sont c'est que des amis qui sont amis avec moi, avec ce Thomas, tu vois. Il a, poteau, effondré, tu vois. Déjà, sidéré. Mais vous n'étiez pas au courant? Non. Ouais, donc il a géré son truc tout seul. Tout seul. Il s'est pendu tout seul chez lui, tu vois. Et moi, je suis là, je dis, mais... Et d'ailleurs, on a passé toute la journée à s'appeler les uns les autres, en pleurant, tu vois. On se dit, c'est quoi le délire? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a pas parlé? Pourquoi ceci? C'est que des questions. Que des questions. Personne n'avait des réponses. Tu vois. Et en fait, tu t'aperçois, donc j'en ai parlé par la suite sur mes réseaux sociaux, et le feedback que j'ai eu instantané m'a sidéré aussi. C'est le nombre de mecs qui m'ont dit « Merci d'en parler, Cyril. Je suis dans le même cas de figure. Je ne sais pas vers qui me tourner. Merci de prendre la parole et de dire que tu as été dépressif et que tu as traversé et que ceci. Ça me donne de l'espoir. Nanani, nanana. » Il y en a d'autres qui m'ont dit « Merci, Cyril, tu m'as sauvé la vie. J'étais à 2 doigts de faire une dinguerie. » Je dis, ouais, t'as donné une soupape quand même à pas mal de monde au final, le fait d'exprimer sur ça. En fait, je pense,
que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas... Tu vois, et encore, je suis conscient de symboliser quelque chose. Tu vois, je fais 2 mètres, je fais presque 110 kilos, j'ai été X fois champion de sport de combat. C'est le mâle alpha dans toute sa splendeur, entre guillemets, tu vois. Je sais que je représente quelque chose. Et quand je prends la parole et que je dis, moi, j'ai connu la dépression, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais au fond du gouffre, bas, tu vois. J'ai serré les dents, j'ai traversé... Je ne dis pas que encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des moments de blues, tu vois. Les pires jours sont derrière moi, j'espère, tu vois. Mais le fait que je prenne la parole et que je dise, voilà, j'ai connu ça ou je connais ça, et malgré tout, j'ai traversé la vie, j'ai réussi à faire des choses de ouf et tout ça, machin, ça donne du power, ça donne de l'espoir, tu vois. Et quand j'ai pris la parole et que j'ai eu ces mots-là, c'est comme si j'avais libéré plein de mecs. C'est pour ça aussi que, merci de me donner la parole aujourd'hui et que j'en parle aujourd'hui, je puisse pas en parler aujourd'hui, c'est que je sais que même si c'est 1 personne, 2 personnes, 3 personnes ou 10 personnes qui vont m'écouter aujourd'hui, avec qui je vais raisonner et à qui ça va donner de l'espoir, c'est 10 personnes, tu vois. C'est toujours ça de prix. Et du coup, Diabaté, évidemment, origine africaine. Ouais. Tu as des relations encore avec... tu as des attaches avec l'Afrique? Ton côté africain? Non, parce que mon père m'a quitté, nous a quittés quand j'avais 3 ans, tu vois. Okay. Il est parti quand il a su que ma mère était malade. Donc, si tu veux, j'ai fait une croix sur lui quand j'avais 3 ans. En fait. Okay. Il a essayé de revenir plusieurs fois dans ma vie, mais ça ne m'intéressait pas. Tu n'as pas ouvert la porte? Ouais. Non, je n'ai pas ouvert la porte. Et le côté africain de ma famille, du coup, je ne les connais pas, en fait. Je ne le connais pas. Je retournerai, parce que mon père était sénégalais ivoirien. Okay. Donc, je retournerai sur la terre de mes ancêtres parce que j'ai envie de connaître un peu ma culture aussi. Jusqu'ici, tu as eu l'occasion d'aller en Afrique ou pas vraiment? Ça a failli se faire plusieurs fois. Ouais. Ça a failli se faire plusieurs fois. J'y suis pas allé, mais bon, il y a un passif douloureux aussi, tu vois. Ouais, j'imagine. Il y a un passif douloureux, donc je sais que je vais y aller parce que j'ai besoin d'y aller, mais il y a aussi un truc que je dois surmonter. Ouais. Et de la même manière qu'on a pu voir l'UFC arriver jusqu'à la France, tu penses qu'un jour on pourrait voir un UFC, un gros combat un peu comme Rumble in Jungle, mais en version MMA en Afrique? Tu sais, il y a eu très récemment, il y a eu 3 champions UFC originaires d'Afrique. Il y a eu, tout le monde connaît Francis Ngannou, tu vois, qui est arrivé, qui est arrivé comme un tsunami sur le truc. Voilà, qui a arraché des bouches, tu vois. Donc lui, il a fait du bien au continent africain parce que lui, il est très proche, encore très proche de l'Afrique. Tu vois, il va tout le temps voir sa famille au Cameroun. Ouais, il fait des choses même en Afrique. Voilà, il fait des choses en Afrique, tu vois. C'est quelqu'un qui est fier de ses racines, qui est encore très impliqué avec son pays, qui est le Cameroun, tu vois. Il y a eu aussi Ousmane. Kamaru Ousmane. Ouais. Exactement, grand champion de l'UFC. Nigérian. Du Nigeria. Du Nigeria, voilà, exactement. Ouais. Et Adesanya, Israël Adesanya, pareil, même s'il vit en Nouvelle-Zélande, c'est un Africain de cœur et c'est un mec qui retourne aussi en Afrique périodiquement. Donc, sur une période de 5 ans, il y a eu 3 champions UFC qui sont originaires d'Afrique, tu vois. Il y a un potentiel, tu le connais, puisque tu es ancien basketteur de haut niveau, il y a un potentiel incroyable en Afrique. Ouais, c'est infini, exponentiel. Voilà, infini. Tu vas dans n'importe quel pays africain, tu vois des mecs se balader parce que j'ai été athlétique, en Afrique. Ouais. J'ai été en Afrique, pas au Sénégal, en Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais j'ai pu aller en Afrique. Et c'est vrai que tu descends la rue, tu vas voir des mecs, des Golgoth, tu as l'impression que le mec il passe sa vie sous une barre de traction ou une barre de développé couché, et tu t'aperçois que le mec... il fait même pas de sport et c'est juste... même pas de sport, que c'est naturel, tu vois. C'est des forces de la nature. Écoute, en tout cas, ton parcours
de ouf t'a amené aussi à bouger à l'étranger, comme je dis au départ, nul n'est prophète en son pays. Tu as été aux États-Unis, en Asie, au Japon, à maintes reprises. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est là-bas qu'est né ton surnom The Snake. Exactement, Comment ça se passe? Alors, c'est pas au Japon à propos. C'était une organisation japonaise, c'était en Australie. Je pars là-bas, je fais un gros tournoi de karaté Shidokan. C'est les Japonais qui organisent, mais en Australie. Et là, il y a l'organisateur qui convie un peu tous les combattants autour d'une grande table de banquet, tu vois, pour fêter le tournoi. Et il fait le tour des combattants. Et c'était des combattants poids lourds. Donc, tu avais l'ours polaire, tu avais le lion, tu avais tu vois, que des animaux massifs. Et moi, j'étais tout long, tout queuse, tu vois. Et par contre, je mettais des sales KO. Donc, il m'a dit, toi, t'es le snake, tu vois. Et donc, j'ai gardé ça. Tu frappais comme le voilà, cobra. C'est comme le cobra, tu vois. Et donc, j'ai gardé ça. Et puis je suis fan, je suis un grand fan de la culture japonaise. Comme tu le disais, moi, j'y suis allé, je crois, 17 ou 18 fois au Japon et j'y retourne le mois prochain. Très disruptif comme pays aussi, dans les codes, dans la façon de futuriste, machin. Complètement fou. Ils sont barrés, les Japonais, de toute façon. Tu vois. Ils sont tellement, dans certains domaines, ils sont tellement en avance sur le reste du monde qu'on a l'impression qu'ils sont complètement ouf. Tu vois. Donc, j'y retourne. J'adore cette culture. D'ailleurs, mes enfants ont des prénoms japonais, tellement j'aime la culture japonaise. Et donc, j'y retourne bientôt. J'y suis allé un paquet de fois. Mais c'est le pays que j'ai le plus visité, c'est la Russie. Tu vois. J'y suis allé plus d'une vingtaine de fois. J'ai voyagé partout. Tu vois. J'ai fait une 50aine de pays. Et c'est grâce au sport, d'ailleurs, que j'ai pu assouvir cette passion qui est le voyager, tu vois, découvrir de nouvelles cultures et tout ça. Je kiffe ça de ouf. Tu es arrivé aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est une petite anecdote que j'ai entendue, jusqu'à Vegas, où à l'époque, tu fais le TUF, de Ultimate Fighter. Je crois que c'est une télé-réalité ou un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, tu me corriges si je me trompe, mais il paraît même que Dan Henderson, il cherchait à l'époque des mecs, des sparring partners pour voir en fait qui va être son coach en pied-point. Et tu fumes tout le monde, et je ne sais pas si tu le fumes lui, et au final, il te sélectionne toi. Ça s'est passé, je crois que l'année d'avant, il m'avait fait venir, son manager m'avait fait venir parce qu'il allait combattre contre Anderson Silva, qui était le striker légendaire de l'époque, tu vois, grand Renoir, longiligne et gaucher, tu vois, qui est spécialiste de la boxe thaï. Et donc, ils entendent parler de moi, ils me font venir là-bas, et voilà, après, je me débrouillais bien en sparring avec toute la clique. Et puis après, je suis devenu le coach striking de son équipe, et donc il m'a fait venir au TUF. Mais c'était. Et puis d'ailleurs. Mais il paraît que tu l'as même pas. Au final, le plan, tu l'as refourgué à quelqu'un d'autre. Tu l'as même pas pris pour toi. Non. Je suis retourné. J'ai fait le TUF. Donc j'ai tourné à Las Vegas pendant un mois. Alors, des anecdotes de folie, tu vois. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà, des dingueries, tu vois. Donc on a tourné la série de télévisée, tu vois. Et par contre, eux, ils voulaient que je vienne en Californie tout le temps, que je vive en Californie. Donc je laisse tout ce que j'avais en France, tu vois, en plan, et que j'aille vivre là-bas pour devenir le coach striking de leur équipe de combattants pro, et aussi que je les représente en tant que combattant pro de leur équipe, tu vois. Et j'ai préféré rester en France. Donc je faisais des allers-retours pour faire des entraînements et des stages là-bas, où j'entraînais leurs gars. Mais je voulais rester en France et entraîner ma Snake Team. Donc j'ai filé le plan à Daniel Voirin, qui est devenu le coach d'Anne Anderson. D'accord, ok. Pour clôturer vite fait, je sens que c'est important pour toi, du coup, ta famille, la Snake Team. Tu vois, tu as parlé de ta maman, tu as parlé de ta sœur, tes neveux, de ton neveu. Tu parlais de tes enfants aussi qui ont des noms japonais. Et de ton clan, j'ai le sentiment que c'est la Snake Team, c'est une famille, c'est important pour toi. Il y a des projets Mbappé partout aujourd'hui. Tu vois, des darons complètement ouf qui sont en mode. Et je dis pas que Wilfried est fou, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, ce que je vois partout, tu vois, des darons qui rentrent dans une logique de mon fils, je vais en faire un prochain Mbappé, un prochain Mbanyama. Si tes enfants veulent faire du MMA, tu les
tu les matrix là-dedans ou c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Ça serait laquelle? Moi, si mes enfants veulent faire, ont une passion, peu importe laquelle, tu vois, et qui sont à fond dedans, je vais être à 100 000% derrière eux. Ok. Tu vois. Une anecdote, tu vois, quand je commence le sport de combat, ma grand-mère qui me dit, ça faisait des années que je la saoulais pour qu'elle m'inscrive dans un club de sport de combat. Elle ne voulait pas, tu vois, parce que j'étais déjà tellement un bordel, tu vois. Donc elle ne voulait pas, tu vois. Et au final, elle me dit, ouais, quand tu auras 18 ans, peut-être que machin. Donc j'attends mes 18 ans, elle m'inscrit là-dedans et je suis à fond dedans, tu vois. Et après mon premier entraînement, elle me dit, alors comment ça s'est passé? Je dis, mamie, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir pro là-dedans et je vais être champion du monde. Je vais être champion du monde. Et elle me dit, arrête Cyril, arrête de rêver comme ça, arrête d'être un doux rêveur. Les champions du monde, il y en a sur les doigts d'une main. Arrête, s'il te plaît. Tu vas te faire du mal. Et ça m'a fait mal, tu vois, ça m'a piqué, tu vois, ça m'a fait mal. Et mes enfants, peu importe ce qu'ils choisissent dans leur vie, s'ils sont à fond dedans et qu'ils rêvent de ça, je vais être à fond derrière eux. Tu vas les accompagner. Ouais. Donc, si c'est le MMA, je ne vais pas les pousser là-dedans. Mais si mon fils, un jour, il dit « Ouais, papa, je vais faire du combat, je vais faire du MMA », je vais être le coach le plus relou déjà, mais le plus motivé de la Terre. Ouais, ok. Mais c'est pas moi, tu vois, le truc, les sœurs Williams et tout ça, le daron ou le père Jackson qui est machin, je vais pas... Tu rentreras pas là-dedans. Ouais. Je suis pas là-dedans. Ouais. Okay. Je vais pas les dégoûter de quoi que ce soit. Okay. Bah écoute, on va finir juste avec un petit jeu, pas jeu, mais j'appelle ça un versus, tu vois. Je te donne deux noms ou deux entités ou quoi, et tu choisis. Vas-y. Ok. Allez, UFC ou PFL? UFC. Doumbé ou Benoît Saint-Denis? Dur. Parce que Benoît, il représente le courage, l'abnégation et la dureté. Doumbé, il représente la finesse d'esprit, l'humour et le punch. Donc, allez, Doumbé. Ngannou ou John Jones? Ngannou. Si tu devais donner un top 3 des combattants MMA pour toi? Fedor, Georges Saint-Pierre et Demetrius Johnson. Un top 3 des combattants, enfin des sports de combat mélangés, tout confondu. Mayweather pour sa dominance. Fedor numéro 2 pour les mêmes raisons. Toutes catégories confondues. Et Mohamed Ali pour ce qu'il symbolise. L'ensemble de son œuvre. Ouais. Pas que sportivement, mais voilà. Si tu devais donner un top 3 des films de combat qui t'ont fait kiffer. Ah, ça c'est facile ça. Enfin, non, c'est pas facile. Non, je reprends ce que j'ai dit. C'est pas facile du tout. Opération Dragon. Ouais. Bloodsport. Ouais. Kickboxer. Ok. Un top 3 des combats de l'histoire. Tout pareil, tout sport confondu. Alors, Rumble in the Jungle, ouais. t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Ali contre Foreman. Ouais. Monstrueux, légendaire, mythique. À Kinshasa. Je dirais Dan Anderson contre Shogun. Ok. Et John Jones contre Gustafsson. Ok. Ouais. Si tu devais donner une sorte de GOAT du MMA ou des sports de combat, une fois de plus de manière générale, un GOAT. Alors celui qui s'est jamais fait pécho, celui, je pense qu'il ne s'est jamais dopé, ça devrait être Demetrius Johnson. Okay. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Mais déjà, si tu t'es dopé, ça t'es disqualifié. Pour moi, ouais. ça t'élimine. Dernière question. Est-ce qu'il y a pour toi un disrupteur par excellence
un mec qui est venu foutre la merde avec sa vision, tu vois, et qui a changé les codes. Et ça peut être le sport, cinéma, la vie, dans ta vie privée, peu importe. Un disrupteur par excellence. Qui a changé les codes. Oh putain, c'est dur ça, putain. Merde. Ah, là, comme ça, un disrupteur. Putain, c'est dur ce que tu me dis là. Ah, écoute, hein, tu peux dire Joker. Hein. Un mec qui a changé les codes. Ça peut être dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Ça peut même être ton voisin, un chauffeur de bus, si jamais c'est un tueur dans un truc. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais raconter, mais je dirais Malcolm X ou Martin Luther King, tu vois. Parce que leur vision a façonné, en quelque part, le monde, tu vois, alors que c'était mal barré dès le début, tu vois. Ça a façonné une partie du monde, en tout cas, du monde occidental. Et ça a changé pas mal de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Donc, ça fait très Black Panther de dire ça, alors que je le suis pas du tout. Ouais. Mais j'admire aussi les gens qui s'élèvent au-dessus de la masse, tu vois, avec des idées qui sont pas forcément politiquement correctes, qui ont la force de leur conviction. Et qui vont au bout de leur combat, quoi. Ouais. Voilà, et qui ont les couilles d'aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Merci Cyril, aujourd'hui c'était toi mon disrupteur, mon invité, tu m'as régalé, franchement, merci, tu reviens quand tu veux et j'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Bien sûr. Et tous les autres, on se retrouve très bientôt avec un prochain disrupteur.